Bonsoir. Une petite question à propos des communautés d'agglomération dont vous parliez en fin de partie. Considérez-vous qu'il vaut mieux que les conseillers d'agglomération soient également adjoints, ou est-ce que ce sont des positions qu'on peut séparer? C'est-à-dire avoir des adjoints qui travaillent à la ville et d'autres conseillers qui partent à la communauté pour défendre les projets de façon à répartir un peu plus le travail. Je vais pas être normand, mais presque, en disant peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai essayé les deux, ça dépend des personnes, et puis des responsabilités qu'ils ont réellement en charge. Il peut être important d'avoir vos 2 ou 3 principaux adjoints qui soient aussi vice-présidents, ou tout au moins, certainement, de toute façon, les principaux adjoints doivent être au bureau de la communauté. Ça me paraît essentiel pour porter justement les dossiers de la ville. Je parle là, moi, d'un point de vue très, très personnel, hein, communauté urbaine avec une ville-centre qui représente en gros un gros tiers de 40% de la communauté. Je crois que c'est primordial. Maintenant, il est important aussi de répartir les rôles, et donc j'avais favorisé l'émergence d'un certain nombre de nouveaux talents en les propulsant comme vice-président de la communauté. Il n'était pas adjoint, puis ça permet de... Hein, on sait bien comment il faut faire pour faire une communauté. Il faut que chacun puisse avoir répartir les responsabilités, autrement dit. Chacun puisse avoir effectivement un rôle à jouer. Et c'est une bonne façon de... Alors, on n'a pas toujours une satisfaction. Il y a quand même des déceptions dans tout ça, mais ça c'est la vie de toute organisation. Hein. Si j'ai bien compris, dans les exemples que vous avez donnés, la démocratie participative qui consiste à dire il y a un problème, quelles sont vos propositions, ça ne fonctionne pas. Par contre, chaque fois que vous avez cité un exemple qui dit voilà ma proposition en tant que maire, voilà les propositions qu'on peut avoir parce qu'il y a tels experts, tels spécialistes qui se sont penchés dessus, on finit par élaborer effectivement une décision qui à ce moment-là est collective, un projet dont la maturation en définitive est collective et qui est efficace et porteuse d'efficacité. Je me trompe ou c'est votre point de vue? Voilà, c'est ce que vous avez, me semble-t-il, développé. Voilà. Je pense que c'est tout à fait ça. Hein. Je crois que personne n'a la science infuse. Moi, je vous ai démontré que mes techniciens, tout brillants qu'ils sont, n'avaient pas la science infuse. Ils l'ont découvert à leurs dépens. Et ensuite, ils ont parfaitement compris qu'il fallait aller très en amont du projet, donc dans la discussion de l'avant-projet, dans l'esquisse, autrement dit, du projet. Il fallait consulter aussi la population. Et que là, on est gagnant. On a l'impression de perdre du temps, mais en réalité, on en gagne. Donc, si on transpose cette analyse et ce point de vue d'un fonctionnement d'une démocratie participative, est-ce qu'il n'y a pas là des voies de solution à la grave crise de démocratie que l'on vit actuellement à l'échelle nationale? Oui, évidemment. Moi, je pense que le problème on va faire 2 minutes sur le national, mais vraiment 2 minutes. Mais le problème de la démocratie nationale, si tant est, comme le dit Jean-Marie, qui est encore une démocratie nationale, c'est d'abord qu'on a une démocratie qui n'est pas représentative. C'est-à-dire que vous avez une Assemblée nationale qui ne représente pas ce que sont les opinions de la population. Vous avez vous avez une Assemblée nationale qui, pour 99% de ses membres, représente 25% de la population réelle. Entre les abstentionnistes, le front de gauche, les centristes et d'autres. Donc déjà,
Comment vous pouvez exprimer une démocratie représentative quand les gens que vous envoyez à l'Assemblée nationale ne représentent pas la diversité des opinions? Premier écueil. Deuxième écueil, vous avez quand même un système qui est extrêmement présidentiel avec une démocratie parlementaire qui ne vit pas. Il suffit de voir comment se passe, alors Jean-Marie pourrait le dire 1000 fois mieux que moi, comment se passe la vie parlementaire. La vie parlementaire, vous êtes dans une majorité, vous êtes obligé de vous mettre au garde à vous. Si vous ne mettez pas au garde à vous, vous passez au 49-3, alors vous ne servez à rien. Et quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes obligé de vous opposer. Donc, parce que c'est comme ça que ça marche. Bon, très bien, chacun fait pendant 5 ans ce qu'il a à faire pendant 5 ans. Et comme vous êtes sur un pouvoir exécutif qui est très personnalisé, très présidentiel, très Premier ministre, vous êtes sur des dispositions où les gens décident tout d'un coup. Alors là, pour le coup, les cabinets, les technocrates, la technostructure se met à plein régime en route, souvent d'ailleurs avec les mêmes d'un gouvernement à l'autre, parce qu'il y a ceux qui sont dans les cabinets, il y a tous ceux qui derrière, dans les grandes administrations, tournent d'un poste à l'autre, mais restent en place quand même. Et qui vous expliquent toujours, c'est pas possible, c'est comme ça qu'il faut faire, il n'y a qu'à l'administration... de Bercy, c'est une administration inamovible. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui leur dit à un moment, ça suffit. Et c'est ça la crise de la démocratie nationale. C'est une crise qui est... Et tout ça fait que vous êtes complètement coupé des citoyens et que tous ces gens étant complètement coupés des citoyens, il n'y en a pas un qui dit, mais attendez, bon sens. 5 minutes de bon sens. Juste regardons. Et moi, je le fais à la hache là, parce que je ne veux pas être trop long, mais c'est une des clés. Mais la première clé d'entrée, c'est quand vous avez devant vous des gens qui ne représentent pas les opinions et qui ne représentent pas la diversité sociologique de la société aussi. En tout cas, insuffisamment, vous avez quelque chose qui forcément par nature et par construction déconne. Au bout, ça déconne. Voilà. En tout cas, en répondant aux premières questions que je viens de... Voilà, il faut qu'on... Y compris dans le dialogue qu'on aura avec Juppé d'ailleurs, c'est une question. C'est la question de la représentation des opinions est une question quand même assez centrale si on veut faire bouger les choses. Si vous voulez faire la démocratie, ça commence là, quoi. C'est que la représentation du peuple soit, je dirais, équitable, juste. Puis en même temps, il faut dégager une majorité. Parce que sinon, il y a... Vous vous souvenez, c'était le drame, le mal de la 4e République. On n'arrivait pas à dégager une majorité. Enfin, on arrivait toujours à en dégager une parce qu'il y avait des gens qui changeaient de camp au fil du temps. Quelquefois d'une semaine sur l'autre. Donc, il faut dégager un système majoritaire. Est-ce que la réponse qui a été apportée en 1960, en 58, puis en 62, avec le référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel est la bonne réponse? Aujourd'hui, j'entends de plus en plus de gens qui me disent non. Il faudrait revenir là-dessus, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Mais quel est le premier homme politique qui osera proposer aux Français qu'on n'élise plus le président de la République au suffrage universel? Je ne connais pas. Et pourtant, j'entends de plus en plus de voix me dire que c'est plus possible. Il y a trop de pouvoir dans une seule main. Et ce sont les petits messieurs de Bercy ou de l'Élysée. Tout est doublé, hein. Vous avez remarqué, entre les ministères, triplé même. Parce que à Matignon, vous avez le gars conseiller qui coiffe le conseiller de la ministre ou du ministre. Et puis à l'Élysée, vous avez le conseiller qui coiffe le conseiller de Matignon, etc. C'est dingue comme système. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y en a qui proposent la 6e République, il y en a qui proposent... moi je dis, c'est pas idiot, c'est que, par exemple, le président se consacre, ce que le général de Gaulle avait souhaité, aux questions de défense et de politique étrangère. Et que le Premier ministre se consacre à l'intendance. C'est le mot de Gaulle, ça. L'intendance. C'est comme ça que ça fonctionnait, d'ailleurs, sous de Gaulle. Comme ça que ça fonctionnait. Que ce soit, prenez, hein, souvenez-vous, Couve de Murville, ou Mesmer, ou Pompidou, etc. Enfin, c'était les intendants en chef. Bon, ils avaient du talent, hein, attention, il ne s'agit pas de mettre en cause, mais c'est eux qui présidaient le Conseil des ministres, en réalité. Même si le général de Gaulle était présent, il ne se mêlait pas des affaires, je dirais, d'intendance. Or, c'est tout le contraire aujourd'hui. Donc, certains proposent
de revenir sur l'article 9 de la Constitution qui pourrait dire à ce moment-là que c'est le Premier ministre qui préside le Conseil des ministres. C'est une sacrée révolution. Hein. Bon, mais à une condition, c'est que le ministère soit l'émanation réellement du Parlement. Et donc, on en revient à la représentation nationale. Il faut changer la représentation nationale. Il faut qu'il y ait une dose de proportionnel, parce que je dis, il faut quand même qu'on dégage une majorité. Et à défaut de majorité fixe, au moins des majorités d'idées. Alors, voilà, c'est au débat. Je ne sais pas si ça sera dans le débat de la prochaine élection présidentielle. Malheureusement, je crains fort que non. Je crains fort que non. Je crains que... Par contre, il y a une idée qui est en train de progresser. C'est l'idée qu'on ne pourra pas faire les réformes dans ce pays sans un grand mouvement de rassemblement. Que tous les hommes de bonne volonté qui ont une conscience républicaine et citoyenne affirmée dépassent les clivages droite-gauche, opposition, majorité-opposition, pour essayer de concevoir un projet et un programme de réforme comme on l'a fait, comme ça a été fait en Allemagne avec déjà Kohl, Schröder et puis cette fois encore avec c'est quoi, c'est Sigmar Gabriel, c'est ça, et puis Merkel. Mais l'Allemagne n'est pas la France, hein. Je dis bien. Moi, j'ai essayé de comprendre. D'ailleurs, une fois, je suis allé en Allemagne, puis on a interrogé, on était avec le groupe, je crois, des sénateurs, puis on a interrogé nos amis de la CDU. Ils ont dit, mais chez nous, on a une culture du rassemblement et de la coalition, de la grande coalition, qui n'est pas seulement, je dirais, au niveau national, mais dans les Länder. Regardez dans les Länder, il y a toutes les configurations. Vous avez des Länder qui sont dirigés par la CDU, d'autres par le SPD, d'autres par la CDU et le SPD, d'autres par la CDU et les écolos, d'autres par le SPD et les écolos. Ils sont tout le temps en coalition, rarement seuls. Donc, ils apprennent à travailler ensemble. Je ne dis pas qu'ils sont toujours heureux de ce travail, d'ailleurs, en commun. Moi, je me souviens des discussions que j'ai eues avec le maire de la ville jumelée avec Arras, le maire d'Ayrton, type fort sympathique au demeurant, SPD. Et il me dit, qu'est-ce que t'as comme chance, putain. Il parle très bien français, d'ailleurs. et même l'argot. Et il me dit, parce que tu n'as pas toujours à négocier, à discuter avec ton opposition. Il dit, et moi, j'ai pas de majorité si je me mets pas d'accord avec le SPD, pour commencer, les écolos et la CDU. Et tu vois un peu le boulot. Bon. Donc, tout système a ses défauts, c'est évident, mais je crois qu'au point où on en est au niveau national, aujourd'hui, il y a un large consensus qui se dégage, que d'ailleurs incarne peu ou prou Macron. Hein. C'est nécessité de rapprocher les points de vue, d'arriver à un gouvernement d'union, d'unité nationale, que, je dois dire, portait François Bayrou depuis 2007 et en 2012. Même en 2002. Et même en 2002 déjà, oui. Mais on était moins entendus. Oui, beaucoup moins entendus qu'aujourd'hui. Oui, absolument. J'avais raison trop tôt. Non, je voulais revenir au micro local, parce que là, on est parti dans les hautes sphères, mais je voulais apporter un témoignage à propos de démarches qu'on a initiées à Béthune pour aller à la rencontre de la population, devant l'échec des réunions de quartier où ce sont toujours les mêmes qui s'expriment, où peu de gens viennent, et où le niveau des doléances est quand même vraiment d'un intérêt mineur. Donc on a mis en place une gestion de la relation citoyen
avec un logiciel qui s'appelle Beclic, où les citoyens peuvent, sur le site internet, accéder à un lien vers le système Beclic avec un mot de passe et un login. Et ils peuvent faire part de leurs remarques, etc. Ou quand ils observent quelque chose qui ne va pas, ils s'expriment par ce biais-là. Ils ont un accusé de réception et ils ont l'assurance d'avoir une réponse dans un certain délai. Et c'est en place depuis janvier et ça prend bien. Les gens jouent le jeu, ça les intéresse. Et surtout quand ils ont l'accusé de réception déjà, parce que à Béthune, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, ça faut le dire. La deuxième démarche, c'est que pour les choses moins terre à terre, parce que malgré tout, ce système Beclic, c'est pour des choses du quotidien, on a mis en place, on a un minibus, où on a affiché nos 9 principaux projets d'ici la fin du mandat, et on va à la rencontre dans les quartiers par demi-journée, un binôme élu et permanent de la ville, et on reçoit les gens dans le minibus et on leur explique nos 9 projets. On leur fait un petit café. Et bon, on a peut-être une quinzaine de clients, entre guillemets, par demi-journée, mais on a des contacts, on a des échanges. Il fait partie, c'est un petit sondage en même temps. Enfin, c'est plutôt assez bien accueilli. Voilà, je voulais apporter ce témoignage-là. Oui, je crois que tu as parfaitement raison. Avant qu'il y ait tous ces moyens, ces réseaux sociaux, à Arras, on le fait maintenant aussi, ce questionnement par les réseaux, hein, avec retour. On avait, dans ces réunions de quartier, on distribuait avec l'invitation une carte question-réponse, quoi. Et on recevait pas mal de ces cartes. Les gens venaient pas forcément à la réunion, mais ils recevaient une réponse et on traitait la question à la réunion. On prenait en compte. Donc ça alimentait en quelque sorte le débat, enfin surtout quand les questions n'étaient pas, comme tu le dis, trop terre à terre, quoi. Mais d'une façon générale, bon, c'est assez apprécié. C'est surtout ce qui est important, c'est de répondre, 2, pas seulement de répondre par un accusé de réception, mais que dans l'année qui suit, il y a une intervention pour répondre sur le fond. Parce que l'année suivante, on fait le bilan à la même réunion. Et ça, depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, je vous dis, ça, c'est assez exigeant. Pour tout le monde, pas seulement pour les élus, mais aussi pour les techniciens. Parce que ils n'aimaient pas trop ce système qui les contraignait à véritablement prendre en compte parfois des problèmes qui sont très mineurs. Mais, je veux dire, la démocratie, c'est ça. C'est les grands problèmes. Et je vous ai dit que c'était difficile parfois d'avoir l'opinion des gens sur ce point, mais c'est aussi de répondre aux attentes quotidiennes. Juste un mot complémentaire. D'abord, je trouve qu'on a aujourd'hui des outils qui permettent de faire des choses en fait, qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10, 8 ans, 5 ans même, d'une certaine façon. Je disais ça tout à l'heure à la séquence législative, si on peut dire. Je pense que c'est une nouvelle façon d'approcher les citoyens il faut inventer de nouvelles façons de le faire et pas des façons académiques. La deuxième chose que je voulais dire, c'est moi aussi j'en ai un peu assez de ce qu'on appelle des exercices de démocratie participative qui ne sont en fait que le rassemblement de professionnels de cet exercice-là. Vous parlez des conseils de développement. Les conseils de développement, vous avez les représentants de toutes les organisations qui sont là, qui font tous les conseils de développement de la Terre, qui ne font qu'un truc, c'est défendre leur structure. J'ai des tas d'exemples en tête de trucs où tu dis mais ce n'est pas le territoire qui s'exprime, c'est la structure représentée par monsieur Untel qui défend sa structure et qui après vient généralement défendre son dossier pour la subvention qui va suivre derrière. C'est ça la vérité. Et donc ça, on vous vend au travers des conseils de développement des outils qui sont de la fumisterie, parce que c'est 10 personnes, on dit on a écouté le territoire. Alors tu as les élus qui disent on a écouté le territoire. Que pense le territoire? Et la région, quand tu as des contrats de pays ou des contrats d'agglo, qui dit alors que dit le conseil de développement? C'est formidable ce qu'on a fait comme travail. Le gars il a récupéré la subvention qu'il voulait pour son assos et son truc. Enfin, franchement, des fois, moi ça m'est arrivé quand j'étais à la région, à la commission aménagement, je rigolais. Il me disait pourquoi tu rigoles? Je dis non mais c'est parodie, arrêtez. Faut au moins qu'on se dise entre nous que ça sert à rien tout ça, quoi. Parce que... Et donc la question c'est de toucher tous ceux qui ne parlent pas.
et de toucher sous deux angles. Un, le grand angle, c'est-à-dire un peu la stratégie un peu long terme, et deux, c'est ce qui agace le plus de gens, les gens, c'est j'ai une question simple, c'est je constate un truc qui peut être dangereux, qui peut être désagréable, qui peut être une nuisance, et il n'y a personne qui me répond. Et je n'ai aucun endroit où poster simplement ma lettre. Et que quelqu'un, au moins la lettre, revienne. Et donc les outils que vous avez faits de ce point de vue-là sont formidables. Et je voulais dire deux exemples pour conclure, qui étaient... Il y a parfois aussi des bonnes idées, et la question c'est de ne pas savoir les vendre dans la démocratie. Moi je me souviens de Maurice Leroy dans mon département, un jour son gars qui s'occupait des routes avait trouvé un truc, alors lui il l'avait vu, c'est pour ça que ça a d'ailleurs planté, c'était le fauchage différencié. Vous savez, on ne fauche pas toute la berne pour laisser la biodiversité se développer, les oiseaux qui nichent, etc. Et le type avait fait le calcul, 3,5 millions d'euros. Alors ils font ça, du jour au lendemain, les gens se sont rendus compte qu'ils fauchaient plus. On n'a prévenu personne. Aucune pédagogie de fait. Objectivement, le fauchage différencié, c'est un truc intelligent. C'est un truc intelligent parce que ça préserve objectivement la biodiversité. Et deuxièmement, c'est que ça fait des économies de structure pour un département qui a quand même quelques kilomètres de voirie à faucher tous les ans et même plusieurs fois par an. Mais il a été obligé de reculer parce qu'il a eu des centaines de lettres de gens qui ont dit c'est dangereux, on voit rien, il va y avoir des morts, on n'a pas été prévenu, aucune pédagogie de fait. Résultat des courses, on est revenu à la situation hantée, donc ça fait 20 ans de perdu, parce qu'avant qu'on reparle de fauchage différencié, il va couler de l'eau sous les ponts. Et le deuxième exemple que je voulais dire, c'est quand il y a eu l'affaire des rythmes scolaires, moi j'avais été au titre de l'Assemblée des communautés de France à plusieurs réunions avec Vincent Payon à l'époque, et c'est typique le type de décision qui sur le fond pouvait être intéressante. La question des rythmes est une question intéressante, mais quand j'ai vu la bande de technocrates qui avaient autour de la table, qui ne s'étaient pas posé des questions aussi basiques que comment les familles s'organisent, comment ça va fonctionner, plus ceux qui ont dit on va assouplir, alors quelle est la bonne idée pour assouplir? On va dire vous pouvez caler vos 3 heures d'activité périscolaire le vendredi après-midi. Ce qui fait qu'on est exactement à la contre-production parce que vous faites des enfants qui partent à midi et que vous revoyez que le lundi, donc vous cassez le rythme d'une façon atroce. Et pourquoi? Parce que dans la tête d'un petit technocrate, ils avaient pensé que c'était plus simple et que ça allait assouplir le système. C'est-à-dire que vous avez toujours... Les rythmes scolaires, c'est typiquement, au-delà de ce que mon exemple, le niveau national est arrivé là-dessus sans aucune concertation, réflexion locale, avec l'idée que dans tous les territoires c'était pareil et que tout le monde pouvait se payer un animateur. C'est-à-dire une vision strictement technocratique et d'un monde particulier qui est le monde urbain bien doté, parce que toutes les villes ne pouvaient pas le faire. On va créer de l'égalité sur les territoires. Mais dans un territoire rural où il y a 50 élèves dans une école, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un. Donc vous créez de la distorsion. Et donc d'un truc qui était théoriquement fait pour créer de l'égalité entre les territoires, vous avez créé tous les germes pour faire de l'inégalité parce que les parents ils ont dit bah là il y a des activités, là il n'y en a pas. Bah, qu'est-ce que je fais? Je ripe, je change de village et je vais dans le village où il y a des activités. Donc c'est pathétique d'inadaptation et d'incapacité à regarder la vie telle qu'elle est et les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on les voudrait, mais telles qu'elles sont pour essayer de les améliorer. Et ça, je trouve que de ce point de vue-là, c'est édifiant, non pas de ce qu'il faut faire, mais de ce qu'il ne faut pas faire. Sur les rythmes scolaires, moi je disais, Payon, il avait fait un excellent discours sur la réforme de l'éducation, en ciblant d'ailleurs en priorité les apprentissages fondamentaux. Et puis, rien dans ce domaine, mais le rythme scolaire. J'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Alors on m'a dit, oui, mais ça va libérer du temps, pédagogique pour justement améliorer l'apprentissage fondamentaux. Complètement faux. Enfin, je dis, à Arras, on faisait déjà les midis, on appelait ça les midis loisirs. On avait déjà, en réalité, une approche à peu près... elle a un petit peu été modifiée par la loi, mais à peu près l'approche qui a été aujourd'hui généralisée. Donc on le faisait déjà, on avait anticipé. Mais ce que j'aurais aimé, c'était que ça libère réellement du temps des professeurs des écoles à consacrer aux enfants qui en avaient le plus besoin pour améliorer l'apprentissage des fondamentaux, etc. Tout ça... Je veux dire, c'est la question centrale, essentielle de l'éducation. Tout le reste, c'est du baratin, du blabla, etc. Tout le reste, on l'aura par surcroît. Si les enfants qui entrent en 6e savent lire, écrire et compter, eh bien, on nous a jeté de la poudre aux yeux, malheureusement. Et ça, beaucoup de mères l'ont perçu comme cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les rythmes scolaires, vous allez voir,
le président élu dira maintenant vous continuez, au bout de 3 ans ou vous continuez pas, je suis pas sûr qu'il y ait pas la moitié des maires qui abandonnent pour faire des économies parce qu'ils n'y voient pas, et parce que les enseignants n'y voient pas non plus l'intérêt. C'est dramatique parce que c'est pas ça le problème. Bon, donc la démocratie, pour que ça avance, il faut aussi poser les bonnes questions au bon endroit et au bon moment. Je pense que s'il y avait une leçon à tirer de ce qu'on disait là ce soir, ce serait ça. Donc ça n'est pas simple. C'est une question d'appréciation. Et on tâtonne. Je dirais la démocratie de toute façon, pour moi, c'est certainement la meilleure des choses, la meilleure des formes de gouvernement, mais elle est toujours à inventer. Moi, je voudrais juste vous remercier et vous dire que je vais rentrer dans mes pénates, qui ne sont pas toutes proches. Et vous remercier du moment qu'on a passé ensemble et vous souhaiter une bonne journée demain. Merci. Bon, écoute,